On va poursuivre sur une troisième intervention qui va être très complémentaire avec la précédente, puisqu'on va accueillir Jean-Christophe Weber, que je vais demander, à qui je vais demander de venir. Je ne sais pas où est Jean-Christophe. Il est là, voilà. Passez derrière. Bonjour et merci d'être là. Alors Jean-Christophe Weber, nous l'avons déjà fait venir à l'occasion d'un séminaire à l'espace éthique, il y a un an peut-être déjà. L'année dernière sur l'anticipation, un séminaire que nous menons maintenant depuis 4 ans. Et cette séance avait pour objet d'interroger la possibilité d'une médecine sans médecin. Et donc c'était une séance où nous avions travaillé autour d'une fiction qui mettait en scène une médecine sans médecin. Et nous avions demandé à Jean-Christophe Weber d'imaginer, de réagir en tout cas par rapport à cette fiction, de l'imaginer concrètement, de l'invalider, de la valider ou de la prolonger. Et effectivement, Jean-Christophe Weber l'a invalidé avec des arguments assez pertinents, mais pas si clair que ça en termes de réponse. C'était pas positif ou négatif, mais c'était de dire si effectivement aujourd'hui la médecine telle qu'elle est pensée par certains continue à se penser dans le cadre simplement d'un projet technique ou d'un projet de standardisation permanente du soin, effectivement, le médecin, dans ce cadre-là, n'aura plus un rôle très important à jouer puisqu'il ne sera que l'interprète de données et donc pourra être remplacé par un technicien puisque le rôle attribué au médecin d'interprète, mais non pas simplement de données, mais d'une existence malade dans toute sa complexité, n'aurait plus cours et donc, effectivement, le rôle de médecin, dans ce cadre-là, n'aurait plus de pertinence. Et effectivement, ce que défendait Jean-Christophe Weber à cette occasion, c'était véritablement ce qu'est finalement la clinique, ce qu'est le médecin, c'est-à-dire cet art, finalement, et cette science d'un équilibre entre l'universel et le concret, où les savoirs de la science et les standards dans leur ensemble, tout ce qui peut s'universaliser doit être réincastré dans un particulier, dans un singulier. Et c'est précisément cette tension, ce conflit entre l'universel et le concret, entre le standard et le non-standard, entre la science et l'art. C'est au sein de cette tension que le médecin a un rôle à jouer, comme tous les soignants d'ailleurs, d'interprétation, de médiation, de traduction et d'accompagnement. Et donc si médecin il y aura demain, ce sera ce rôle-là et non pas celui d'interprète de données. Donc voilà un petit peu le résumé de la séance que nous avions eue avec Jean-Christophe Weber, qui aujourd'hui va peut-être prolonger cette réflexion-là. Moi j'ai beaucoup aimé, et je vous le conseille, son dernier livre qui s'appelle précisément La Consultation. Magnifique ouvrage, c'est un petit ouvrage qui a été édité au PUF et qui je crois résume bien l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à se réinterroger sur la pratique médicale et sur le rôle du médecin. Voilà. Je vous laisse la parole. Je remercie les organisateurs de cette manifestation de m'avoir invité à proposer mes réflexions sous un titre. Le titre que j'ai proposé, c'est « L'adieu à la clinique » avec un point d'interrogation. Je vais commencer par dire que la médecine a une origine déterminée et une destination originale. C'est la réponse à la demande de l'être parlant et souffrant. Et que pour accomplir cette visée, elle ne doit refuser aucun des secours de la technique. Et si la science se développe en réduisant les singularités, en mettant le sujet individuel entre parenthèses, ce détour n'est qu'un moment logique dans la pratique, puisque le diagnostic démarre par une demande particulière et que la thérapie fait retour au particulier. La fragilité d'un jugement pratique, quel que soit le domaine, n'est pas tellement un défaut de connaissance, mais c'est la singularité contingente des situations qui empêche une action, l'action de soins, mais l'action politique tout aussi bien, ou l'action éducative, d'être complètement prévisible et reproductible. Elle est foncièrement affectée d'une absence de garantie a priori, quant à la meilleure direction à emprunter pour atteindre son but et quant au résultat effectif de son action. Et celui qui s'engage dans une action, même s'il peut s'appuyer sur son expérience, même s'il a parfois le temps et l'opportunité de délibérer sur les moyens, ne maîtrise jamais toutefois l'ensemble des coordonnées de la situation qu'il transforme par son acte. Et c'est pourquoi son engagement
dépasse une certaine habileté à résoudre des problèmes ou une simple faculté d'adaptation. Les instructions et les conceptions du travail prescrit, c'est-à-dire le travail tel qu'il est organisé, contrôlé, par la rationalité gestionnaire aussi bien, ne suffisent pas, ces instructions et conceptions ne suffisent pas à effectuer ce qui est à faire. Pour affronter le réel, une certaine ingéniosité, une certaine créativité, osons le mot, est requise. On est proche alors de la distinction qu'avait fait Kant dans la critique du jugement entre la science et l'art. La science, c'est ce qui permet de passer directement du savoir au pouvoir d'action. Alors que l'art est requis dès lors que la connaissance la plus parfaite possible ne confère pas pour autant le savoir-faire et l'habileté nécessaires. Le corpus de connaissances, les normes en vigueur, les routines incorporées, restent donc en tension active avec ce qui est imprévu, incertain, indéterminé. C'est là que la créativité est requise, dès lors que l'être humain se trouve confronté à une situation critique. Et on entend ici par crise toute situation qui est marquée soit par l'absence de normes qui puissent guider l'action à entreprendre, soit par la contradiction entre plusieurs normes à satisfaire ensemble, soit encore parce que l'application stricte d'une norme ou d'un schéma productif habituel conduirait manifestement à manquer le but visé. En somme, tout ce qui, dans l'accomplissement du travail, relève de l'écart permanent entre les règles qui prescrivent des actions et les actions effectuées pourtant dans les règles. Ce que je viens d'énoncer là est valable pour tout agir pratique, mais la clinique médicale est concernée dans son cœur par ces considérations. En effet, le propre de cette pratique est justement de porter sur le particulier, l'individu souffrant qui sollicite son aide. Et elle est soumise en permanence à l'écart entre des savoirs théoriques et des situations contingentes. Et donc elle requiert au plus haut point l'excellence du jugement pratique que les anciens nommaient phronésis. L'absence de certitude mobilise toutes sortes d'efforts pour consolider la connaissance, pour sécuriser au maximum des actes qui ne sont pas sans conséquences sur les malades. Et le corps souffrant se voit ainsi morcelé pour pouvoir être transformé en objet d'étude, d'expérimentation. C'est la spécialisation, la division du travail scientifique. Mais cette transformation, au prix d'un morcellement, permet aussi de s'affranchir de la diversité gênante des situations empiriques pour en dégager des propositions générales. Eh bien, avec tout cela, et en dépit de l'accumulation formidable de savoir sur le corps humain, sur son fonctionnement normal, sur les pathologies, la pratique clinique ordinaire, elle doit faire retour à l'individu souffrant. Elle doit parcourir à rebours du général vers le particulier le mouvement d'objectivation qui avait permis à la science de passer du particulier au général. Canguilhem n'a cessé de souligner la distance entre la rationalité scientifique et la pratique clinique. La première se développe au prix de la mise entre parenthèses du malade. Il est nécessaire à la seconde, pour accomplir son objectif originaire, de changer de registre. Afin de bien faire comprendre les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la clinique, il convient de la décrire sommairement dans ces deux moments articulés que sont l'établissement d'un diagnostic et la détermination d'un traitement. Le raisonnement diagnostique fonctionne selon le paradigme de l'indice, qu'a bien décrit l'historien Carlo Ginzburg. Il repose sur une capacité à remonter à partir de données apparemment négligeables, en se fondant par exemple sur des symptômes superficiels que le profane juge parfois insignifiants, jusqu'à une réalité complexe. Il s'agit de savoir lire des indices, des traces, des symptômes, des signes. Ça suppose bien sûr un savoir référentiel, mais aussi une intelligence pratique. Et le point de départ de la démarche clinique, c'est une observation minutieuse des signes qui apparaissent dans des situations individuelles et considérées dans leur individualité, afin de formuler des hypothèses diagnostiques.
Le médecin, comme le détective sur une scène de crime, comme le critique d'art devant un tableau anonyme qu'il faut attribuer à son auteur, c'est d'autres professions qui utilisent le paradigme indiciel. Le médecin donc s'appuie sur des détails, ici des signes corporels, mais aussi et surtout des énoncés langagiers. Et en effet, un des moments les plus importants de la démarche diagnostique, c'est cette phase qui précède l'examen physique, l'exposé de la plainte, l'anamnèse, l'entretien, autrefois dénommé interrogatoire. Avant le toucher du corps, c'est l'histoire détaillée de l'expérience vécue par celui qui l'éprouve, par le malade, qui est le moteur le plus puissant pour générer des hypothèses, lesquelles seront ensuite mises à l'épreuve, c'est-à-dire infirmées ou confirmées par des examens biologiques ou d'imagerie qu'on désigne à juste titre des examens complémentaires. La justesse d'appréhension d'une situation clinique rend donc nécessaire une acuité perceptive à toutes ces dimensions, les plus techniques en même temps que les plus relationnelles. Cette sensibilité est une perception active et orientée, savoir ouvrir ses sens. Regard, l'écoute, le toucher, se prêter à une éducation, une formation du regard et de l'écoute, de la parole et des gestes, ce sont des devoirs pratiques avant d'être des devoirs moraux. Ou plutôt, éthique et pratique sont indissociables. Si l'attention soigneuse à l'expérience du patient est négligée, c'est bien sûr un trait déplorable du caractère ou un manque d'humanisme, mais il me semble que c'est avant tout une faute épistémologique, une erreur du raisonnement pratique, et donc quelque chose qui nuit, qui contrevient à la démarche clinique et pas simplement à l'éthique. En effet, si l'éthique d'une pratique naît de l'interrogation du praticien « que dois-je faire pour agir au mieux ?», alors il faut poser qu'elle n'est pas dissociable de la bonne pratique et que l'impératif moral de l'attention au malade ne peut être séparé de la nécessité pratique d'une attention aiguisée pour pouvoir recueillir les petits détails, jauger les traces ténues mais significatives qui orientent le diagnostic, font prendre la bonne décision, font prononcer les mots justes. Cette esthésie, cette sensibilité qui est proche du jugement esthétique, vient au-devant de la raison délibérante et la nourrit. Elle ne s'oppose pas mais se noue aux connaissances théoriques et au savoir tacite incorporé par une longue connivence avec le réel du champ pratique. Le diagnostic, c'est en fait une décision qui débouche sur des actions. Traiter ou ne pas traiter, traiter de telle ou telle manière, intervenir sur le champ ou attendre encore, entreprendre sans obstination déraisonnable ou suspendre sans abandon. Du moment thérapeutique, je veux souligner deux traits essentiels et le premier concerne ce qu'on appelle l'individualisation des soins. Nous voulons pour nos malades la meilleure décision thérapeutique. C'est notre engagement responsable à leur égard et cette responsabilité est bien lourde. Et c'est pourquoi tout ce qui peut venir contribuer à déterminer la meilleure décision possible est a priori bienvenu. Le moment du choix comporte une mise en balance des options, de chaque option envisagée, du pour et du contre, des avantages et des inconvénients. On le fait parfois d'un simple coup d'œil, parfois après une longue délibération. Quand on le peut, on discute à plusieurs. Et quand la pesée est explicite, on dit qu'on établit une balance bénéfice-risque. Mais comment alors estimer le meilleur ? Il y a deux voies, deux métriques, deux métrétiques, techniques de mesure. Celle dont nous avons le plus l'habitude est celle de la mesure au sens d'une mensuration, d'une mesure la plus exacte possible. Et dans la perspective de la médecine fondée sur les preuves, on va essayer justement de préciser le rapport entre les bénéfices et les risques, de spécifier le plus possible en fonction de caractéristiques qui sont liées au patient ou à sa maladie. L'approche qu'on nomme aujourd'hui médecine de précision, ou encore, mais c'est un peu fallacieux, médecine personnalisée, permet d'affiner tantôt le chiffrage des risques redoutés, tantôt celui des bénéfices escomptés. L'autre métrétique est celle de la juste mesure, au sens de ce qui tombe à point nommé. Ça tombe pile poil, ça tombe juste. Elle n'a pas affaire à une mensuration, à une détermination chiffrée dans le sens plus grand, plus petit,
mais à la bonne mesure dans la situation. Cette seconde métrétique ne peut être approchée par la même voie que la première, car elle nécessite autre chose que des faits validés par une expérimentation rigoureuse. La juste mesure propre au cas particulier, comment va-t-on l'apprécier ? Le courant qui revendique une approche dite centrée sur la personne entend introduire dans cette balance bénéfice-risque des notions hétérogènes aux déterminants biomédicaux et qui vont s'ajouter aux faits prouvés. Ces notions sont les préférences du malade et l'expérience du praticien. Pourquoi ces deux volets sont-ils indispensables ? D'abord parce que le malade concret n'est pas un élément quelconque d'une sous-population pour laquelle les bénéfices et les risques moyens d'une intervention ont été définis. Ensuite, parce que quand elles ont été étudiées, les préférences individuelles sont beaucoup plus diversifiées qu'on ne voudrait le supposer. Elles ne sont pas toujours, loin s'en faut, indexées sur un critère d'utilité maximale. Nous ne choisissons pas, comme le voudrait le modèle théorique, de l'agent économique rationnel. Et c'est pour cela que l'expérience du praticien fait le pont. Il doit interpréter les données factuelles à destination du patient, et dans l'autre sens, il doit interpréter les préférences du malade comme des arguments en faveur des différentes branches de l'alternative qui est soumise au choix. Cela suppose un dialogue, cela suppose du temps, un temps incompressible dont les managers du lean management voudraient aujourd'hui qu'il disparaisse. C'est dire à nouveau qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la sagesse pratique, cette phronésis qui est la disposition la mieux adaptée aux situations d'incertitude, des situations où il faut en quelque sorte promulguer sur le champ le décret souple accordé qui s'accorde au cas parce que la règle est trop rigide. Le second trait à souligner pour le volet de la thérapie, c'est que malgré toutes les précautions que l'on peut prendre, le moment thérapeutique reste entaché d'incertitude quant à son résultat. La précision obtenue reste celle d'une conjecture, et c'est pourquoi l'affirmation déjà ancienne de Canguilhem résonne toujours de son actualité. Soigner, c'est toujours expérimenter. Le choix garde une part d'inconnu. Il n'y a pas de science de l'individu. Le médecin ne sait pas à l'avance ce qui se passera pour tel malade, et le rapport réel entre les bénéfices et les dommages pour un patient donné ne sera connu qu'après coup. Dans la clinique du particulier règne donc une incertitude irréductible, et la pratique ordinaire, art de soigner et de guérir, doit franchir à chaque fois le hiatus qui existe entre les règles, j'entends par là autant les lois de la nature que toutes les normes qui régissent l'activité, doit donc franchir l'écart permanent qui sépare ces règles de leur mise en œuvre inédite pour chaque patient individuel. Eh bien, il est à présent facile de comprendre en quoi et pourquoi cette clinique médicale commence à disparaître sous nos yeux. Elle disparaît parce qu'elle est devenue, pour les demi-habiles, insupportable. Les raisons en sont multiples. Il est question depuis 25 ans au moins d'une crise de confiance dans la médecine. Je ne parle pas des derniers développements, la maladie de Lyme, les vaccins, le lévothyrox, ce sont d'autres déterminants qui se rajoutent. Je parle d'une crise plus ancienne pour laquelle un constat, un diagnostic et un traitement avaient été formulés. Pour restaurer la confiance, il faut pouvoir l'étayer sur des éléments objectifs. Il faut se débarrasser de tout ce qui est subjectif. Et donc, il faut d'une part s'engager résolument dans le mouvement de l'evidence-based medicine, la médecine fondée sur des faits prouvés, pour tourner le dos à l'expérience personnelle de chaque praticien qui est bien trop fragile, et proposer une standardisation des pratiques. Et d'autre part, il faut garantir la qualité par des évaluations, des accréditations, des certifications itératives, et garantir la sécurité des soins par le développement des systèmes d'information. Toute cette visée est probablement une part souhaitable, garantir la sécurité, garantir la qualité qui peut être contre. Mais elle a contribué, cette visée, à saper les bases de la pratique. Comment se fait-il ? Eh bien, s'engager dans le mouvement de l'evidence-based medicine, démarche là aussi tout à fait saine d'un certain point de vue, a eu un certain effet sur ce qui était une tension interne au champ médical.
Le paradigme indiciel dont j'ai parlé, qui sied particulièrement à la clinique individuelle, était de longue date déjà concurrencé par le paradigme galiléen de la science classique, dont sont issues les lois générales de la nature et la médecine statistique. Eh bien, cette tension qui a été bien remarquée et formulée par Canguilhem, faute d'avoir été surmontée, or elle est surmontable, faute d'avoir été surmontée, elle a été réduite. C'est-à-dire que faute d'avoir tiré toutes les conséquences qu'il fallait tirer de la distinction qu'il faut faire entre la science médicale et la pratique clinique, on a assisté à une disqualification continue du cas individuel, de la parole du malade, du savoir expérientiel du praticien, au profit de l'application du savoir statistique, des questionnaires standardisés et des big data. Ensuite, les possibilités incroyables d'étudier le corps dans des dimensions qui étaient inaccessibles à la sensorialité humaine ont déplacé l'accent, ont déplacé l'attention depuis le toucher et l'écoute du corps vers la précision moléculaire et le chatoiement de l'imagerie. Parce que pour appréhender la vérité du corps, la clinique est apparue le parent pauvre des dispositifs techniques qui sont supposés augmenter considérablement la fiabilité de l'opération de traduction des symptômes encore informes à des signes non équivoques qui font porter un diagnostic. Et la parole du malade, finalement, elle n'a de place légitime que pour autant qu'elle focalise le regard du savant sur telle ou telle zone ou fonction de l'organisme. La corporalité vive, dont le malade fait particulièrement l'épreuve au cours de la maladie, n'a plus une place acquise de droit dans la démarche diagnostique. Pire, elle est réputée opacifier inutilement la transparence requise. Autre point, contre l'équivoque de toute parole, on tente de standardiser la communication. On préfère la précision de la checklist au flou d'un récit. Contre le temps passé à écouter et parler, parce que c'est du temps perdu, on a bien écouté l'intervention précédente, contre la durée de la rencontre médicale, qui ne peut faire valoir aisément sa puissance propre et son efficacité propre, la pression de la rentabilité pousse à pratiquer des bilans standardisés plutôt qu'à prendre le temps de sélectionner cliniquement les examens pertinents. Contre l'imprécision de l'expérience vécue, on préférera s'en tenir aux données objectives dont on peut implémenter la liste dans un dossier informatisé. Et comme l'usage devenu pratiquement obligatoire de l'ordinateur pour sécuriser l'information, pour sécuriser le circuit de la prescription et la traçabilité des actes de soins, comme cet usage consomme énormément de temps, c'est le temps dévolu à la clinique, à la présence attentive au malade, qui est le premier sacrifié. Alors c'est assez tragique quand même de voir que c'est l'effort fait pour améliorer la qualité des soins qui est une des causes principales de la dégradation de cette qualité. Autre point encore, le jugement pratique nécessite un abord élargi de la situation pour pouvoir être pertinent. On a fait grand cas de l'approche globale, holistique, du modèle biopsychosocial, mais les contraintes d'objectivation sont telles que n'est recueilli finalement de la subjectivité que ce qui se prête à une quantification par des échelles ou des questionnaires. Définir les meilleures prises en charge par l'étude systématique de leurs effets est louable. Qu'il y ait une sécurité sanitaire pour contrebalancer les risques provoqués par l'intervention technique sur l'être humain, c'est tout à fait louable aussi. Mais promouvoir la standardisation, c'est déjà discutable si elle nie la diversité des situations. Et exiger la standardisation comme critère de qualité, c'est une aberration, car cela ruine pour le médecin la possibilité d'exercer son jugement pratique. C'est-à-dire que face à certains symptômes types, le médecin, on parle de l'hôpital surtout, se sent tenu, sous peine d'être mis en cause, de dérouler un canevas d'examen préétabli sans tenir compte de la vraisemblance, hic et nunc, des hypothèses testées. C'est-à-dire qu'être conforme, aujourd'hui, suppose d'aller contre son propre jugement. Cette standardisation des pratiques, elle est voulue par le nouveau management public, qui la considère non seulement comme un gage de rendement,
de productivité, mais aussi de qualité. Elle a donc un effet indésirable. J'espère que cet effet indésirable n'était pas anticipé. C'est la négation de tout ce qui participe de la compétence à son stade le plus élevé, à son degré d'excellence, celui de la pratique, on va dire experte. Je n'aime pas tellement ce mot d'expert, mais cette pratique a un niveau d'excellence qui ne peut pas être standardisé ni même explicité. Le praticien, ou le praticien de n'importe quelle pratique d'ailleurs, qui est parvenu à ce degré d'expertise pratique, n'agit plus en appliquant consciemment des règles explicites. Il ne suit plus une checklist. Et il ne peut donc rendre complètement compte de ce qui le fait agir de telle ou telle manière. Ce qui constitue donc l'excellence de la clinique ne peut être traduit dans la grammaire et dans la police contemporaine de ce qui s'appelle l'accountability. C'est difficile de traduire ce mot, c'est de reddition de compte. C'est-à-dire que le cœur du métier est ainsi rendu invisible, il compte pour rien. Cette reddition de compte vise sécurité, qualité, évaluation. Elle ne se base donc plus sur des données déclaratives, mais sur le recueil de traces, lesquelles ont seule valeur de preuve. Donc on fait l'évaluation à l'aide d'un référentiel qualité qui s'appuie sur des points visibles de performance pour donner une représentation quantifiable de l'activité. Or, ce qui est crucial pour l'exercice du métier reste largement invisible pour le tiers bureaucratique et échappe à la mesure, ce qui contrevient gravement à l'exigence de transparence que tout le monde réclame, que le public réclame, pas simplement les instances dirigeantes. Insidieusement, la clinique est disqualifiée au nom de la transparence, au nom de la standardisation, dont on fait des critères de qualité et des conditions objectives de la confiance. Sommé d'être transparent, de tracer tous ses actes, contrôlé par ces traces, le médecin est implicitement, mais ardemment quand même, incité à abandonner ce qui faisait de lui un médecin habile et perspicace. Je n'ai pas été exhaustif, mais j'ai déjà été trop long probablement. Les conséquences de ces transformations cumulatives pourraient être l'adieu à la clinique, puisque les boussoles du praticien sont déréglées par un orage magnétique. En effet, l'autonomie du sujet pratique, elle n'est pas donnée au départ. Elle s'accroît avec l'expérience. Et avoir de l'expérience, c'est s'être entraîné à affronter le flou de l'indéterminé, le risque de l'incertitude. La rationalité, qu'elle soit technique ou gestionnaire, elle réprime aujourd'hui la créativité de la clinique et la transforme, ou entend la transformer en comportement passif, en manière d'agir mécanique. C'est-à-dire que la confiance dans sa propre capacité de discerner ce qui est à faire se défait alors rapidement, ou plus exactement ne peut même plus se constituer. Sous la coquille des procédures ne peuvent s'abriter que des mollusques, ce qui rend le contrôle de plus en plus objectivement nécessaire. L'air du temps incite le médecin à se déprendre des savoirs incorporés, à se mettre à l'abri des recommandations, des référentiels, des avis d'experts. Eh bien, cela le prive de la possibilité d'apprendre à risquer une trajectoire dans l'indéterminé d'une situation. Et finalement, le médecin ne parviendra jamais à se faire suffisamment confiance pour inspirer confiance. Et c'est là que la clinique se trouve menacée de disparition dans sa constitution même. Car ce qui la caractérise, vulnérabilité, incertitude, inventivité sans garantie de réussite, est refusé, je l'ai dit au début, par les demi-habiles. Chercher à la consolider alors en multipliant les normes revient à la rendre plus fragile encore. Je m'arrête là.